Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut ou Erunim selon ce que vous préférez, et aujourd'hui, je suis là pour vous parler un petit peu d'erreurs. Les erreurs qu'on a tendance à faire dans le commandeur, il y en a beaucoup. Mais malheureusement, cet épisode ne regroupera pas toutes les erreurs qu'on peut faire en commandeur, parce qu'il y en a une tonne, vraiment une tonne. Donc du coup, aujourd'hui, on va s'intéresser aux erreurs de jeu, plus particulièrement dans ce qui se passe durant une partie. Mais avant toute chose, on passe par la phase de pub. Je tiens à vous rappeler que la tour, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram, où tous les jours actuellement, on vous diffuse une carte du jour sélectionnée par l'équipe du Discord de la tour. Une carte peu connue et sympathique, voire marrante du commandeur. Donc du coup, allez-y, allez nous suivre dessus. Ce sera un petit échantillon en plus à rajouter à votre collection éventuellement, ces cartes-là. Sinon, vous pouvez également suivre la tour déjà sur la chaîne, en vous abonnant, en mettant la cloche, et aussi en likant et en commentant la vidéo. Aujourd'hui, on est sur un sujet littéralement, discussion, on est vraiment là-dessus. Donc je vous invite vraiment à, pourquoi pas, parler de vos exemples d'erreurs que vous avez vues durant les parties, éventuellement rajouter par rapport à celles que j'ai pu oublier ou que j'ai pas souhaité aborder. Vous pouvez aussi soutenir la tour sur Utip et Tipeee financièrement, c'est très important. On va améliorer l'émission encore, et ça demande bien sûr de l'argent, en plus du fait de vivre déjà, parce qu'il paraît que je suis un être vivant, derrière mon ordinateur, derrière mon micro. Donc voilà, tous les soutiens que vous pouvez faire, que ça soit juste en regardant quelques publicités, en nous tipant une fois, ou en prenant carrément une contrepartie, en achetant un goodies, tout ça fait vraiment du bien, le moindre petit geste est le bienvenu. Donc merci à vous, et merci à nos tipeurs actuels qui sont déjà assez nombreux et qui nous soutiennent généreusement. Bref, passons maintenant au topic, au sujet de cet épisode, puisqu'on va parler des petites et des grandes erreurs qu'on a tendance à commettre durant une partie de commandeur. Je vous avoue qu'il y a 3 catégories d'erreurs, déjà, qui peuvent se passer en jeu. Il y a strictement les erreurs liées au jeu, en fait. Bon, alors, je vais pas parler des erreurs de comment est-ce qu'on joue à Magic, parce que ça ne sert pas à grand-chose, mais plutôt les erreurs qu'on peut faire dans le contexte d'une partie de commandeur concernant le jeu. Voilà. Ensuite, il y a les erreurs concernant la communication avec les autres, les erreurs qu'on peut appeler des erreurs politiques en soi, et ça c'est une autre catégorie qui est assez intéressante et qui est vraiment très propre au commandeur. Et ensuite la troisième, ce sont les erreurs de comportement. Voilà, alors je les distingue des erreurs de politique, vous allez voir pourquoi. Commençons du coup par les erreurs de jeu, et je pense que la première erreur c'est probablement la plus importante en fait, celle que les gens ont tendance à faire très souvent, et en fait, qui se fait à plusieurs niveaux, à plusieurs échelles, à plusieurs degrés, en fait, d'erreur. La première erreur, c'est tout simplement le manque de threat assessment, ou tout simplement de gestion des menaces. Du coup, la gestion des menaces, c'est oublier, en fait, ou ne pas gérer une menace potentielle qu'il peut y avoir sur le champ de bataille, que ce soit une carte individuelle, un joueur de manière générale, un ensemble de cartes, voilà. Vraiment, ce genre de problème, c'est celui qui peut faire basculer d'une partie de commandeur qui peut être très équilibrée à une partie de commandeur déséquilibrée à 200%. Parce qu'à un moment, un joueur, ou même plusieurs joueurs, ne vont pas repérer une menace sur le champ de bataille, ne vont pas repérer telle carte. Voilà, je vais vous donner un exemple très concret qui s'est passé pour moi, et qui montre justement ce moment où les menaces ne sont pas gérées, et du coup, où ça peut faire basculer la partie, voire même la finir en fait, tout simplement. J'avais avec moi, au Magic Fest Lyon de novembre, un ami de la boutique, Jordan, voilà, il se reconnaîtra, coucou Jordan. Je vais parler de cette partie-là, oui. On était à un événement commandeur qui était du coup avec une dotation à gagner, sur le Magic Fest Lyon, et il y avait à notre table un joueur de Proche. Proche, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une carte, c'est un commandant qui fait beaucoup de combos. Et en fait, à un moment, il avait sur le champ de bataille Bombardement des Gobelins, voilà, qui est une des cartes combo avec Proche. Et il a sorti en plus à côté, durant son tour, Food Chain, voilà, donc qui est littéralement la carte combo avec Proche qui fait, je peux le jouer, l'exiler, l'exiler à l'infini pour le rejouer en fait en boucle. Je fais des kobolds en boucle et du coup après je peux pinguer avec mon bombardement des gobelins et c'est fini. Alors du coup, à ce moment-là, j'avertis Jordan, je lui dis écoute, là il y a une pièce de combo, faudrait vraiment la gérer. Jordan jouait juste après, donc il joue après. Il dit non mais je vais la laisser, je verrai et puis on verra comment ça va se passer. Et ensuite c'est à moi, j'ai pas de gestion, le joueur après moi n'a pas de gestion. On arrive au tour du joueur de Proche, et là, évidemment il part en combo, il joue Proche, et puis la partie est finie parce que Jordan n'a pas de réponse en éphémère, et parce qu'il se doutait pas que c'était combo instantanément au moment où le commandant l'arrivait sur le champ de bataille. Alors il y a une autre erreur dont je vais parler un petit peu après, qui est dans la même situation, mais là littéralement c'est
le fait de ne pas gérer une menace, ou plutôt le fait de ne pas avoir conscience d'une menace. Et ça, alors c'est une erreur, mais sans être non plus une erreur où je veux dire, ouais bah si vous faites cette erreur-là, c'est que vous êtes nul. Non, je suis pas d'accord. Cette erreur-là, elle montre surtout que vous ne connaissez pas forcément tout le format Commander. Même moi, aujourd'hui, je ne peux pas me dire « Ah non mais c'est bon, je connais toutes les combos, tous les commandants gênants, je connais toutes les synergies qui font vraiment chier dans une partie de Commander, je sais à partir de quel moment un commandant est gênant ou pas. » Non, je veux dire, il y a des choses que j'ignore, il y a des choses que je découvre tout le temps, parce que c'est l'expérience, c'est le fait de jouer contre d'autres joueurs, de jouer contre des joueurs qui sont aussi hors de son groupe de jeu, ça nous montre aussi d'une nouvelle façon d'envisager le format, voilà, on en a parlé dans le dernier épisode, mais du coup, cette gestion des menaces, le fait de découvrir, c'est même pas, parce que c'est même pas la gestion des menaces, c'est même la détection des menaces, et du coup, de dire, ah bah tiens, bah, écoute, je peux pas faire grand chose pour gérer directement sa carte, mais à la place, bah par exemple, je vais l'attaquer. Ou quand je vais jouer un contre-sort, je vais plutôt m'acharner sur lui. Voilà. C'est le moment où justement, bah, les autres, enfin, comme on est sur une table à 4 joueurs, je parlerai toujours d'exemples à 4 joueurs, bien sûr. Techniquement, le joueur problématique, bah, les autres joueurs peuvent s'allier tous les 3 ensemble pendant un certain temps pour faire en sorte qu'il se calme et qu'il soit géré. Voilà. Mais là, du coup, la gestion des menaces, c'est même le repérage des menaces. Où, oui, bah, y a cet élément-là, ce petit moment où bah, y a une carte qui est sur le champ de bataille, vous voyez les gens autour de vous qui commencent à serrer les dents un petit peu, ou alors même pas, hein, les autres sont peut-être pas au courant non plus, et puis d'un seul coup, le joueur, bah, il part en combo, ou alors il fait des grosses synergies, et vous êtes là, wow. Eh bah oui, en effet, la partie elle est assez vite finie dans ce genre de cas, en fait, parce que une menace qui est pas gérée au bon moment, généralement, ça fait des dégâts, voilà. Et c'est une des erreurs qu'on retrouve le plus souvent, mais souvent parce que c'est un manque d'expérience de la part des joueurs. Et généralement, quand ils se font boucler une partie, voilà, bah, je sais par exemple que du coup, Jordan qui a joué contre ce proche et contre Food Chain, bah du coup derrière il a dit, ah ouais, Food Chain, par contre maintenant je sais que c'est une carte à combo, on va éviter de faire des conneries avec. Voilà, la prochaine fois je gérerai. D'ailleurs il s'est même amusé à la jouer derrière dans son deck Korvold, il était content. Donc voilà. En tout cas, c'est aussi les expériences qui forgent notre vision des menaces du Commander, notre vision des différentes cartes vraiment qui peuvent faire tourner une game de Commander dans un sens ou dans un autre. Vraiment, c'est un petit peu le problème. Après, vraiment, il faut mémoriser. On accumule cette expérience-là. Et c'est une erreur de jeu, certes qui est grande parce qu'elle est très présente dans le format, mais c'est une erreur de jeu que vous faites de moins en moins au fur et à mesure que vous expérimentez dans le Commander. Après, il y a évidemment les nouvelles cartes et tout ça, les nouvelles combos, bon, on n'en parle pas. Une autre erreur que je vois beaucoup, et c'est encore une fois pour les joueurs assez débutants, c'est le self-focus sur son propre plan de jeu. En gros, c'est ce moment où, bah, je sais pas, vous jouez un deck, imaginons, avec un deck tribal, voilà, imaginons, et du coup, bah, vous assemblez, voilà, vous avez un deck elfe, vous jouez vos elfes, vous jouez vos lords elfes et tout ça, vous essayez d'aller en chercher d'autres, etc., en piochant, tout ça, et vous êtes là, vous êtes content, vous faites des trucs. Mais le problème, c'est que pendant ce temps-là, en fait, vous vérifiez pas ce qui se passe autour de vous. Une table de Commander, c'est pas une table de 1v1 où il y a 50% du temps c'est votre tour et 50% du temps c'est le tour adverse. C'est un quart du temps c'est votre tour et 3/4 du temps c'est les tours adverses. Bon, un quart pour chaque adversaire, vous avez compris. Bon, sauf si un joueur a été expulsé ou si vous jouez à plus. Voilà, bref. Vous avez compris l'idée. Votre pourcentage de temps qui vous appartient dans une partie, bon, en dehors du fait que vous puissiez avoir des réponses, il est beaucoup plus limité en multijoueur, et du coup, vous devez absolument prêter attention au jeu adverse. Alors du coup, c'est pas vraiment la même chose que le fait de ne pas repérer les menaces adverses, parce que repérer les menaces adverses, c'est l'expérience qui parle. C'est le fait que vous voyez les cartes, vous êtes conscient de ce qu'elles font, mais vous ne voyez pas en fait toutes les interactions possibles avec. Le self-focus, c'est vraiment le fait de ne même pas regarder, de ne même pas s'intéresser à ce qui se passe ailleurs. Et ça, c'est un problème qu'on retrouve beaucoup dans les nouveaux joueurs, ou alors les gens qui veulent vraiment faire du boui-boui, mais qui font pas attention que le boui-boui, ben, les adversaires, ils peuvent aussi y répondre. Voilà, j'aime bien le boui-boui, hein. Et le boui-boui, c'est bien en Commander, on peut se faire plaisir avec. Mais vraiment, on doit rester ouvert d'esprit en se disant, oui, alors je boui-boui, c'est bien, mais mes adversaires peuvent répondre. Là, mon plan elfe avec tous mes lords, avec mes différents elfes, si je vois qu'en face, il y a un gars qui, justement, joue un deck un petit peu contrôle et tout, où il contrôle le board, en effet, il y a possibilité qu'il me sorte des Vras. Donc du coup, peut-être être un peu plus prudent. Il faut aussi savoir adapter son plan de jeu, en fait, à ceux des adversaires. Si je vois quelqu'un qui me joue un Zurgo full Vras, oui, Zurgo le tricolore,
évidemment que je vais pas commencer à mettre 15 elfes sur le champ de bataille durant le même tour. Bon, à moins que ce soit des jetons, et là je m'en fous un petit peu, mais bon, dire je vais poser toutes mes cartes de ma main sur le même tour de jeu, et ensuite je me prends une phrase dans la tronche, bah en fait vous allez l'air un petit peu couillon. Mais pourquoi ? Parce que vous avez réfléchi que de votre point de vue, du point de vue de votre plan de jeu. Sauf que les adversaires, ils voudront pas forcément que vous ayez tous vos elfes. Donc voilà, pensez que vous n'êtes pas seul à jouer, et que même vous n'êtes pas la personne qui a le plus de temps dans la partie, tout le monde partage le même temps dans la partie, le même temps de jeu, le même nombre de tours, voilà, jusqu'à ce qu'un d'entre eux meure. Donc faites vraiment attention à ça. Une autre erreur que je vois beaucoup, alors qui est très spécifique, l'exemple que je vais donner est très spécifique au jeu aggro, c'est justement ne pas attaquer avec ces créatures quand on en a l'occasion. Je m'explique, parce que bon, je vais même le reformuler autrement après, mais on va commencer avec cet exemple-là en premier temps. Je m'explique. Un joueur, imaginons vous jouez un jeu dino. Voilà, vous avez des dinosaures, vous jouez Guichat. Vous avez quelques dinos qui traînent, on est au tour 3-4. Bon, voilà. Vous avez 2-3 dinos qui traînent. Les adversaires, il y en a un qui a un bloqueur beaucoup trop petit pour vous, un autre qui en a pas du tout, et un autre qui a déjà un petit board, parce que voilà, il joue un deck un peu plus avec des créatures. Vraiment, dans cette situation-là, j'ai déjà vu des joueurs, ils se disent « Ouais, mais j'ai 2-3 créatures, pour le moment, j'ai pas envie d'être considéré comme une menace, donc du coup, je vais pas attaquer. » Le problème, c'est que là, à ce moment-là, sur le board, les couleurs qui sont jouées, le nombre de mana encore d'étapes, vous dit que, littéralement, il n'y a aucune réponse possible à une phase d'attaque. Il ne va pas y avoir de fog, parce que déjà les fogs c'est pas trop joué dans le commandeur, hein. Il y en a très peu. Il n'y a pas non plus, de Rasborn en éphémère, parce que bon, il n'y a pas autant de mana d'étapes, c'est pas nécessaire. Il y a peut-être une gestion de créatures qui peut partir, mais honnêtement, c'est pas ça le plus important dans votre jeu, hein. Le but c'est de bourrer autant que possible. Et du coup, les joueurs pourraient, le joueur de Dino pourrait très bien être là, bah écoute, je vais attaquer celui qui a pas de bloqueur. En plus, il est full tap. Ah ok, d'accord. Ou alors je peux quand même attaquer celui qui a une bête là-bas, parce que soit il prend beaucoup de blessures, et voilà, il peut prendre 9 avec mes dinos. Oui, je sais, c'est des gros dinos. Soit, bah il bloque avec sa créature, qui est une créature utilitaire dont il aurait peut-être besoin par la suite. Donc soit il garde des points de vie, soit il prend cher. Et en fait, ce que je devrais résumer, c'est non pas seulement uniquement ne pas attaquer avec un jeu aggro quand on en a l'occasion, mais en fait, ne pas saisir des opportunités alors que l'occasion est présente. C'est-à-dire que, voilà, vous ne pouvez pas juste rester comme ça en disant « Ouais, mais attends, j'ai peur qu'il y ait une réponse, ou j'ai peur que je me fasse raser mon board derrière. » Alors autant, voilà, je disais tout à l'heure, vous n'allez pas jouer 15 elfes s'il y a en face un deck dans lequel vous voyez qu'il y a beaucoup de Vras, c'est sûr. Mais ce que je vous dis aussi, c'est que quand il y a une occasion qui se présente, quand vous avez par exemple un gros sort à jouer, qu'il y a juste une personne qui a éventuellement un mana vert de l'étape, ne commencez pas à vous dire « Ah mais attendez, j'ai peur de contre-sort. » Le nombre de contre-sorts gratuits dans le format est très 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 limité. Donc du coup, on s'en fiche en fait. On sait très peut-être que vous prendrez le contre-sort. Voilà, il y en a littéralement 4 qui existent. Bah voilà, peut-être que vous allez vous le prendre le contre-sort. Mais il y a très peu de chance en fait. Donc, vraiment, il faut saisir cette opportunité-là, se dire à ce moment-là, eh ben c'est bien, j'ai l'opportunité de lancer mon commandant qui est très fort, voilà, etc. Et c'est vraiment, il faut saisir le timing et pas rester en fait dans la crainte en se disant « Ah non, mais j'ai trop peur qu'il y ait une réponse, que si j'attaque, voilà, et d'un seul coup, je me prenne la haine. » Bah oui, mais c'est ce que votre jeu, il veut faire en fait. Votre jeu veut être agressif. Donc du coup, donnez-vous l'occasion d'être agressif. Si votre jeu, il veut être combo, s'il veut être synergique autour de votre commandant, saisissez la bonne occasion. Mais ne craignez pas d'un seul coup que, à chaque fois, vous fassiez gérer votre commandant. Je connais des joueurs de Kaalia, par exemple, Kaalia de l'Immensité. C'est un commandant qui est très fort, mais très canon glace. C'est-à-dire que la stratégie, elle peut vite exploser en plein vol. Mais du coup, je connais des joueurs qui disent, bah, je la joue. S'il y a une réponse, bah tant pis. Voilà, je vais continuer à jouer avec mon deck. S'il n'y a pas de réponse, bah tant mieux, en fait. C'est tout bénef. C'est qu'ils n'ont pas peur, en fait, de se dire, je vais tenter de la jouer, même si elle doit se prendre un contre-sort, au moins ça fait une carte en moins que les adversaires auront pour gérer, je sais pas, un ange que je vais jouer après, un démon ou un dragon. Voilà. Et c'est couillu. Mais c'est complètement la logique en fait. C'est qu'à un moment, il faut se lancer. On va pas juste rester à être effrayé, à avoir peur de faire finalement ce que le deck veut faire, parce que les adversaires pourraient y répondre. Donc voilà, là c'est carrément les deux opposés. Je vous ai abordé celui qui ne pense pas aux adversaires, et celui qui pense trop aux adversaires. Une autre erreur, alors ça ressemble... Enfin, c'est carrément à l'inverse de ce que je viens de dire. C'est en gros l'overreact. En gros, c'est le fait de surréagir. Et surréagir comment ? Bah, généralement, en fait, en gérant des cartes, ou des menaces, on pourrait dire, qui sont peu importantes,
trop rapidement. Prenons un exemple. Imaginons que quelqu'un a sur le champ de bataille un réservoir de flux éthérique. Voilà la carte qui fait gagner des points de vie au fur et à mesure, et vous payez 50 points de vie, vous mettez 50 à une cible. Ok, cette carte-là, en soi, elle est forte, on va le dire. Elle est forte parce qu'elle fait gagner des points de vie, elle temporise, et derrière, elle a moyen de kill un joueur généralement. Assez facilement, mais à partir du moment où vous allez avoir beaucoup de points de vie, parce qu'il faut quand même que vous en gardiez pour vous aussi, hein. Voilà. Dans ce cas-là, c'est une carte qui est forte, mais généralement qui demande des synergies, des combos autour, pour réellement fonctionner et faire en sorte que voilà, c'est fini. Mais à partir du moment où les combos ne sont pas encore mis en place, cette carte-là, c'est pas une carte forcément à gérer. Je veux dire, il y aura peut-être d'autres choses qui sont un peu plus embêtantes qu'il faudra gérer. C'est comme je vois des gens qui y voient une heuristic study, alors là, tout de suite, étude heuristique, alors là, non, hein, tu as pioché trop de cartes, etc. Oui, mais mon étude heuristique, je l'ai jouée par exemple au tour 6. Au tour 6, elle est beaucoup moins intéressante qu'au tour 3, c'est évident. Donc du coup, il y a des gens qui sont là, ah ouais mais non attends, c'est pas possible, je peux pas te laisser passer étude heuristique, je peux pas te laisser réservoir de flux éthérique, t'es là mais pour le moment, le réservoir de flux éthérique ne fait rien, littéralement, donc du coup laissez passer le temps, à moins que vous ayez un contre-sort et que vous jouiez contre-sort, hein, voilà, c'est le moment où il est lancé, c'est le moment où vous devez le gérer évidemment. Mais je veux dire, voilà, un anti-artefact derrière, bah écoutez, vous pouvez très bien attendre qu'il commence à jouer son premier sort où il veut partir en combo, pour que derrière, vous puissiez le gérer quoi, voilà, c'est aussi simple que ça. Où vous devez attendre de voir si son setup est correct, etc. Le problème, c'est qu'il y a toujours un contexte, en fait. L'étude heuristique qui sort au tour 6 ou au tour 7, je suis désolé, c'est plus une menace à ce stade-là. À ce stade-là, ça va lui permettre de éventuellement regonfler sa main parce qu'il a plus que 2 cartes en main, alors que les adversaires, voilà, eux, ils sont peut-être sur un plan de jeu plus agressif, qui est en train de mieux fonctionner, qui est beaucoup plus développé. Et malheureusement, si vous focalisez en se disant « Ah ouais, mais une carte individuellement, c'est une menace », voilà. Là, c'est carrément, vous ne prenez pas non plus trop en compte mon premier problème. C'est que si vous commencez à vous dire que tout est une menace, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a un moment où c'est pas possible. Vous pouvez pas tout gérer. Et là, le fait de vouloir gérer toutes les menaces, même les moins importantes, peu importe le contexte dans lequel la partie est actuellement, c'est une erreur. Parce que du coup, vous allez... en fait, vous prenez en compte uniquement la carte individuellement, mais pas la carte dans la situation actuelle. Alors... c'est pas vraiment la même chose, on est sur un autre problème que j'ai vu de joueurs un petit peu, c'est un peu aussi un problème d'attitude en fait, un petit peu trop, je vais pas dire laxiste, mais très détendu. C'est en fait quand on utilise des cartes juste pour utiliser des cartes. C'est littéralement le joueur qui va dire ouais mais attends, je m'emmerde, ça fait 3 tours que je fais rien, tiens je vais te gérer ta créature. Ouais tu m'as géré mon Birds of Paradise. Oui, oui, au tour 5. Ok, logique, voilà, enfin bon, je veux dire, t'aurais pu le garder pour un commandant, etc. C'est un peu, voilà, vraiment le côté où j'utilise une carte, pourquoi ? Parce que, ouais, non, mais je fais rien, ça m'énerve et tout. Du coup, maintenant, je veux utiliser une carte, là, voilà. Boum, je vais tuer ta créature. T'es là, mais tu te rends compte que si tu l'avais gardé durant les 2 prochains tours, ton truc qui est une créature, t'aurais pu gérer le commandant de l'autre, qui est beaucoup plus menaçant qu'un simple oiseau de paradis, quoi. Voilà. Donc c'est un petit peu, voilà, le genre de personne qui, malheureusement, ils passent une mauvaise game et du coup ils commencent à prendre de mauvaises décisions parce qu'ils ont juste envie de faire un truc, voilà. Et voilà, bon, il y a un moment, c'est un peu un énorme problème parce que du coup ça déséquilibre complètement, surtout que ça fait qu'on a un joueur en fait qui est devenu un petit peu un fou, on va le dire comme ça, où en gros le choix, les choix qui sont faits par ce joueur ne sont plus forcément raisonnés. Et que du coup, l'aide que ce joueur pouvait apporter à une table où il y a un déséquilibre, où il y a un joueur qui domine, on peut plus vraiment compter dessus parce qu'il a probablement grillé ses cartouches trop vite. Juste pour griller ses cartouches, quoi. C'est le cow-boy qui tire en l'air, voilà, et qui grille ses cartouches. T'es là, ouais, ok, super, nice. Donc vraiment, faites attention. Et c'est valable aussi, par exemple, avec les contre-sorts. Je sais que j'ai des joueurs de contrôle que je connais qui voilà... C'est vraiment, ah non mais oui, non mais je vais contrecarrer ton sort. Pourquoi ? Oh j'ai envie de contrecarrer un truc. T'es là, ouais mais non mais c'est la même chose, je veux dire. Généralement, c'est juste, voilà, j'ai dans l'idée, ouais je dois faire un truc, voilà. Après c'est évident qu'il y a des, comment dire, je vais parler d'autres cartes, hein, parce que là je parle un peu de gestion, je ne parle pas forcément de cartes actives, parce que du coup, voilà, si vous avez rien à faire, mais que vous avez des cartes en main qui sont pas très synergiques, mais que vous voulez les poser, allez-y, posez-les quoi. Voilà, c'est juste... je dois essayer de faire avancer mon plan de jeu, même si ça rame du cul. Mais voilà. Mais c'est juste au niveau de la gestion, soyez conscient que le nombre de gestion que vous avez dans le deck est beaucoup moins important que le nombre de cartes actives qui vont aider votre plan de deck. Alors, une autre erreur qui est assez courante dans le commandeur,
Alors celle-là, c'est c'est un peu une erreur que je vois beaucoup chez les débutants. Alors débutants pas forcément dans Magic, quoique ça arrive, mais aussi dans les débutants du format. Le souci c'est qu'on joue dans un format à 100 cartes. Donc du coup, techniquement, la variance elle est énorme, vous n'avez pas beaucoup de chances de tomber sur la carte que vous souhaitez dans le pack. Alors que, par exemple, si on prend en moderne, on est sur un deck de 60 cartes où il y a très peu de cartes différentes, mais avec beaucoup d'exemplaires. On arrive généralement avec 4 exemplaires de chaque, ou presque. Et dans ce cas-là, bah du coup la variance elle est très limitée, on sait qu'on va piocher des cartes et que ça va fonctionner en fait. Même en gardant une main un petit peu greedy, on est quasiment sûr que notre deck va nous fournir ce qu'il faut derrière. Mais, en commandeur, garder une main greedy, c'est toujours compliqué. En fait, une main qu'on peut qualifier de greedy mais acceptable en commandeur, eh ben elle est légèrement différente de ce qu'on peut dire dans l'autre format. Mais du coup ma critique c'est par rapport au mulligan. Il vaut mieux garder une main qui permet de démarrer la partie, plutôt que de garder une main qui permet de la finir au départ. Parce que oui, donc du coup l'erreur c'est justement garder une main qui est là pour finir une partie, mais pas forcément pour la commencer. Comme je vous ai décrit dans mes tops des différentes couleurs, on a plusieurs étapes dans une partie. On a l'étape où tout le monde est en train de se builder, qui est assez conséquente, elle prend généralement 2, 3, 4 tours, selon le niveau de jeu auquel vous êtes. Ensuite, on a la phase où justement on est sur un statu quo, ou alors il y a quelqu'un qui domine déjà de base. Voilà, donc le statu quo, tout le monde a à peu près un board équivalent avec pas trop de créatures, les grosses synergies sont pas encore là, mais il y a des trucs qui commencent à fonctionner dans le pack, ok. Et du coup, l'avance d'un joueur, c'est le moment où il y a un joueur qui commence à enchaîner ses bonnes cartes, etc. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui voient tout de suite l'objectif avec leur main de départ, pour eux c'est d'arriver à l'étape où je suis en train de dominer le board. Le problème, c'est que, comme je vous ai dit, il y a une étape importante avant, qui est celle de construire le board. Et généralement en commandeur, comme je vous ai dit, les 3-4 premiers tours sont très importants pour le construire. Alors bon, c'est sûr que si vous jouez à plus haut niveau, là je parle de jeu fun, évidemment. Si vous êtes en compétitif, généralement les 2 premiers tours sont décisifs, le reste l'est beaucoup moins. Quoi, ça dépend des decks. Mais du coup, dans cette situation-là, si vous commencez à garder une main par exemple où vous dites « Oh c'est trop bien, j'ai un Craterhoof Behemoth, j'ai le Behemoth Caveur de Cratère dans la main, super, dans ma main de départ, je vais le garder. » Et là, je te tapote l'épaule et je te dis « Mais dis-moi Billy, tu n'aurais pas oublié d'avoir du ramble dans ta main ? Parce que bon, pour le moment, là, ça va pas être top, hein. Tu joues pas avant le tour 4, hein. Et puis en plus, on est même pas sûr que t'aies assez de terrain pour pouvoir jouer ton tour 4. Parce que à côté, vous avez 3 terrains. » Eh ben oui, parce que en fait, la règle en commandeur ne change pas des autres formats. Là, une des règles qu'on met en avant généralement, enfin une des règles, c'est pas une règle, mais c'est un gros conseil en fait, c'est que généralement les mains qu'on peut garder dans un format, dans n'importe lequel, moi je me souviens c'est le conseil que je donne aux avant-premières, notamment pour les nouveaux joueurs, c'est que vous devez garder une main dans laquelle vous êtes quasiment sûr de pouvoir jouer toutes les cartes. Qu'avec les terrains que vous avez, les sources de mana que vous avez dans la main, vous savez que vous pouvez jouer genre les 6 cartes de la main sur les 7. Voilà. La 7ème, à la limite, elle peut être un peu au-dessus et coûter légèrement plus cher, mais vous devez vous dire que oui, un tour ou 2 après le début de la partie, vous saurez que vous pourrez la jouer. Voilà. Vous avez 3 terrains, vous avez que des drops 1, 2, 3, et vous avez un drop à 5. Vous dites, le drop à 5, techniquement, je sais que j'ai probablement tombé sur des terrains, donc du coup, j'aurai l'occasion de le jouer par la suite. Voilà. Mais vous ne pouvez pas vous dire, oui, mais attends, je vais garder mon expropriate en main de départ, voilà, parce que ça fait trop du lol. Alors, à moins que vous puissiez faire quelque chose vraiment avec, qu'il y ait une synergie dans votre main. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui disent, oh, ouais, non, mais attends, c'est trop fort, je peux pas le remettre dans la bibliothèque parce que justement, j'ai pas beaucoup de chances de retomber dessus. Ou alors, à l'inverse, ah non, mais c'est bon, je vais avoir les manas qui vont tomber pour pouvoir le faire. Mais non, parce que la variance, les gens, c'est soit vous prenez trop en compte la variance et vous dites, ah non, mais je peux pas me séparer de cette carte parce que je la reverrai jamais dans ce deck de 100 cartes. Comment c'est possible ? Voilà, c'est pas possible, hein. Si, techniquement, vous pouvez l'avoir, ou sinon, vous pouvez gagner avec autre chose. Voilà, il y a aussi ça. Sinon, l'autre cas où vous dites, ah non, mais je vais avoir les terrains qui vont tomber à la suite et c'est bon, et je vais pouvoir aller jusqu'au 9 mana pour lancer mon sort, c'est pas non plus une bonne stratégie, quoi. Le commandeur, la stratégie, elle se build au fur et à mesure des tours. Elle se construit pas dès le début en disant « Ah c'est bon, tour 2 j'ai gagné quoi ». Si, dans les cas compétitifs, évidemment. Je veux dire, j'ai mon deck Téchar qui fonctionne comme ça, où je peux me dire à un moment « tour 3 j'ai gagné la partie, let's go ». Et c'est tout. Mais c'est très rare, je veux dire, dans du jeu fun de commandeur, vous allez être confronté à cette histoire de variance, et il va falloir dire « Ah bah non, je peux pas garder cette main parce que là j'ai deux cartes éventuellement qui coûtent beaucoup trop cher, j'ai pas assez de terrain pour les jouer, j'ai pas de quoi ramper, c'est fini. Voilà, il faut que je change de main ».
Et c'est un problème, c'est une erreur que beaucoup de joueurs font encore en Commander. Et je dirais même dans les autres formats, mais dans les autres formats, on a beaucoup moins de gros sorts qui coûtent très cher comme en Commander. Du coup, c'est plus acceptable et des fois ça passe en fait. Mais en Commander, généralement, ça casse. Et c'est le genre de partie en fait dans lesquelles, je pense que vous pouvez prendre un exemple, hein. Je suis sûr que vous l'avez déjà vécu, hein. Le genre de partie où vous gardez une grosse carte parce que vous dites « Oh mon dieu, mais elle est trop bien », et puis derrière, vous piochez pas de terrain. Ou vous piochez que des grosses cartes à la suite, et du coup, vous pouvez rien jouer. En fait, c'est parti à vide, vous êtes parti avec 2 terrains et un gros sort, parce que vous dites « Ouais, mais si j'arrive à le jouer, c'est gagné, quoi ». Et t'es là, ben non. En fait, non. Même si c'est un sort à 5 mana, hein, je veux dire, avec 2 terrains, c'est mort, tu l'auras pas. Et du coup, on est greedy, et on est tellement greedy que des fois, on passe des parties à se faire chier comme ça. Et ça, c'est pas bien les gens. Vous vous rendez compte, vous faites du mal avec ça. On voit tout de suite. On va parler un petit peu de politique. La politique en Commander, alors, non, ça n'est pas le côté politique, on va pas parler de politique IRL dans les parties de Commander, c'est pas le but. Est-ce que tu es de gauche ou de droite en jouant ton commandant ? Voilà, on pourrait faire ça, un petit test. Attends, est-ce que t'es un joueur de gauche ou de droite ? Ok, non. Non, pas du tout. Mais la politique en Commander, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui sont un petit peu, pour qui le concept est un peu abstrait, en gros, c'est le fait d'avoir des discussions, des échanges avec les autres joueurs, éventuellement des petites deals qui sont effectuées. Donc, c'est-à-dire, voilà, simplement utiliser une carte pour le bien-être de toute la partie, ou éventuellement ne pas attaquer un joueur parce que c'est un joueur qui est un petit peu en retard ou qui peut nous donner un avantage s'il le souhaite. C'est l'avantage, c'est qu'il y ait des interactions possibles entre les joueurs qu'on utilise dans le format et qui sont généralement pas utilisés dans les autres formats. Voilà, tout simplement, les decks group hug n'existent pas dans les autres formats, puisque techniquement, il n'y a personne qui va vouloir donner des avantages à tous ses adversaires, sans en tirer une contrepartie derrière. Donc voilà, ou une grosse contrepartie généralement. Donc voilà, ça n'existe pas dans les autres formats, mais en Commander, ça existe. Donc du coup, on a tout ce côté politique, en fait, où on dit, oui, écoute, voilà, moi je te propose ceci, cela, pour qu'on puisse gérer un joueur plus fort, ou qu'on puisse justement rester que tous les deux à la fin pour jouer l'un contre l'autre. Voilà, ce sont des deals qu'on peut faire comme ça. Il y en a énormément, je veux dire, je peux pas rentrer dans le détail, là il faudrait une vidéo complète pour parler de tous les deals qu'on peut faire sur une table de Commander. Mais j'avoue que là j'ai passé le plus gros. Ne pas attaquer, utiliser une gestion pour une carte en particulier qui peut ne pas forcément vous embêter vous, mais embêter la majorité de la table à côté. Gérer un joueur adverse en général. Et puis voilà, j'en passe. Hein. Donner un avantage à un adversaire pour que vous puissiez du coup être un peu potes et faire des trucs ensemble. Bref, voilà. Mais la politique, le problème c'est que y a des gens qui se trouvent dans 2 situations particulières concernant la politique. C'est des gens qui manquent de politique. Ce sont des gens qui généralement ne veulent absolument pas entendre parler de politique. Alors la politique, elle existe surtout en jeu fun, il faut le dire. Quand vous jouez en commandeur compétitif, vraiment, ça n'est pas la peine. C'est pas le genre de politique qu'on a dans le commandeur fun. C'est plutôt une politique. Tiens, je te pointe le flingue sur la tempe et maintenant tu me dis oui. Voilà, c'est plus ça. Mais on a le manque de politique qui est en fun et le commandeur fun et malheureusement qui est un problème en soi. Parce que un joueur qui refuse de politiquer, c'est-à-dire que c'est un joueur qui refuse de s'allier des fois à d'autres joueurs. Sauf si, par moment, voilà, il peut y avoir un petit truc politique en disant « Ok, je vais vous aider à gérer ça parce que c'est chiant pour tout le monde. » Ok. Mais c'est pas le genre de gars, en fait, qui va vous proposer de la politique pour simplement ne pas t'attaquer. C'est « Écoute, t'es le plus faible, j'ai besoin d'attaquer, je t'attaque toi, et puis point. » Ah, ok. C'est généralement des gens qui se laissent beaucoup guider par le côté objectif, en fait. Ils ont des objectifs en particulier, ils veulent les atteindre, et puis point. Donc du coup, c'est pas forcément un allié sur lequel on peut s'appuyer beaucoup. Voilà, c'est pas un vrai allié, c'est une personne qui va nous aider une fois de temps en temps si vraiment c'est dans son intérêt. Si ça l'est pas, voilà, ça ne fonctionnera pas. Donc ces personnes-là ne vont pas être de gros soutiens durant la partie. Et le problème, c'est quelqu'un qui peut pas te soutenir dans une partie, quelqu'un qui montre juste que c'est si j'ai envie et puis c'est tout. Malheureusement, c'est pas forcément quelqu'un avec qui t'as envie de faire des deals ou que t'as envie de soutenir durant la partie ou de le laisser faire un petit peu ce qu'il veut. Voilà. C'est quelqu'un qui va être très neutre et du coup que tu auras peut-être envie de défoncer à un moment ou à un autre. Donc voilà, le manque de politique, ça peut se retourner contre vous malheureusement, sauf si vous êtes vraiment dominant, alors là c'est un peu justifié. Et justement l'inverse, l'autre problème qui va avec, c'est le trop de politique. Parce que quand vous voulez politiquer sur tout et n'importe quoi, ça saoule les gens, vous vous rendez même pas compte. Hein.
le fait de vouloir systématiquement faire de la politique et dire oui mais attends, si tu fais pas ça je te donne ça, voilà, et puis voilà, on peut faire ça comme ça, et puis en fait vous politiquez sur tout et n'importe quoi, et surtout il y a une position dans laquelle il ne faut jamais politiquer, parce que dans cette position là en fait vous passez juste pour un connard, faut le dire, c'est la position où vous êtes en train de dominer la partie. Si vous dominez la partie et que vous dites vous proposez des deals aux gens, c'est littéralement, écoute, tiens, j'ai le fusil à pompe devant ta bouche, tu vas m'aider maintenant, sinon je te défonce. Et littéralement, en fait, c'est même plus de la politique, c'est juste de la dictature, en fait. Et le problème, c'est que pendant ce temps-là, les autres joueurs, ils sont là, ouais, mais attends, nous, on peut rien faire pour l'aider, tout ça. Il va se faire défoncer parce que s'il accepte pas le deal. Donc du coup, c'est problématique. Et le problème, c'est que vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point c'est anxiogène d'avoir un joueur qui fait de la politique alors qu'il est dominant. Parce que du coup, si on lui dit non, on sait qu'on a perdu. Si on lui dit oui, on sait qu'on a perdu aussi. Parce que, évidemment, quelqu'un qui domine déjà la partie, s'il propose un deal à quelqu'un à la table, c'est juste pour être sûr que cette personne-là ne lui fasse rien, pour qu'il puisse gérer les deux autres à côté. Et du coup, après, en 1 contre 1, c'est évident qu'il va lui défoncer la gueule. C'est tout. Il n'y a pas d'intérêt à politiquer quand on est déjà dominant. Le but, c'est juste de dire, écoute, ou alors tu t'arranges avec quelqu'un qui est au même niveau que toi, qui est aussi dominant que toi, si vous êtes ex aequo, et vous lui dites, bah ok, on va gérer les deux autres à côté, puis après on fait la partie à 2, quoi. Voilà, ça peut être marrant aussi. Mais dans le cas où vous êtes vraiment solo, ça n'est pas un bon endroit, une bonne position pour politiquer, parce que sinon, vous passez vraiment pour un connard, et généralement les gens, ils peuvent très vite ne plus avoir envie de jouer avec vous. Et le problème aussi, c'est que à force de politiquer dans une position dominante, vous donnez aussi l'envie aux gens d'arrêter de faire de la politique. Et du coup, techniquement, les gens qui ne jouent plus en faisant de politique, plus du tout, ce sont des gens qui ont trop subi la politique d'autres personnes. Voilà. Et qui ont vu, ouais, non, mais attends, c'est pas bien la politique, c'est juste, voilà, tu t'obliges les gens à faire ce que tu veux. T'es là, bah non, c'est pas ça la politique, justement. Voilà. La politique, c'est s'entraider dans certaines circonstances particulières, vraiment pour que la partie puisse durer plus longtemps et que chacun puisse faire ce qu'il a prévu de faire avec son deck, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, faites attention, trop politiquer dans une partie, trop politiquer régulièrement, ça fout vraiment le bordel. Et ça peut dégoûter les adversaires. En parlant de politique, d'ailleurs, on va continuer là-dessus, parce que c'est l'autre problème que je vais aborder, c'est de savoir faire la part des choses de ce qu'on peut vous dire dans la politique, et être indépendant aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un vous a dit quelque chose, vous a dit oui mais attends celui-là et tout, depuis le début il nous emmerde, tout ça, bah non, il t'emmerde peut-être toi mais moi il m'a pas emmerdé, voilà, son enchantement là, la con, il m'emmerde pas du tout, propagande qu'est-ce que j'en ai à faire, propagande je joue pas de créature, j'attaque pas, y a pas de souci. Donc du coup pour le moment moi il m'emmerde pas, et il fait rien d'autre à côté, donc voilà. Il y a un moment il faut aussi se dire qu'est-ce qui est intéressant de mon point de vue. Et aussi, alors du coup c'est qu'est-ce qui est intéressant de mon point de vue, et du point de vue des adversaires, parce que imaginons, si oui, en effet, t'en as un qui joue propagande, mais que t'en as un autre qui joue aggro, et que l'autre joueur, derrière, ça soit un joueur qui a aussi des créatures, mais que toi t'en as pas, c'est évident que le fait que la propagande existe t'embête toi, même si tu joues pas aggro. Parce que techniquement, la cible privilégiée des jeux aggro, ça va être toi. Puisque tu n'as pas de bloqueur, tu n'as pas de défense, et du coup, étant donné que l'autre joueur qui aurait pu se faire attaquer ne peut pas être attaqué, et bah du coup c'est toi qui vas prendre en fait à la place. Sauf si du coup vous faites un deal. Par exemple, tout simplement, bah écoute, je te propose un truc, tu gères sa propagande, et moi, je t'attaque pas, je l'attaque lui, à la place. Pendant les 3 prochains tours, voilà, imaginons. Et voilà, et faire un deal comme ça, et ça c'est un bon deal, ça c'est un deal où on se dit, ok d'accord, c'est bien. Mais par contre, c'est vrai que si je sais pas, imaginons, le joueur joue, allez, on va dire, un 8-bear qui dit, Talia, numéro 1, qui dit... tous les sorts de créatures coûtent 1 de plus à lancer. Vous jouez un deck aggro, vous êtes là, ok d'accord, rien à foutre. Mais derrière que les autres joueurs disent, ah non mais attends, écoute, tu pourrais pas aller foncer dans sa gueule pour enlever ça, parce que c'est vraiment gênant, et vous avez un deck contrôle qui vous demande ça, vous êtes là, vous dites, ouais, peut-être que je vais peut-être la laisser Talia en fait. Je vais peut-être m'arranger plutôt pour défoncer la gueule des autres, puisque elle me dérange pas directement, et que techniquement ils vont rien faire d'autre, puisque j'ai déjà un board conséquent. Encore une fois, c'est toujours situationnel, mais analyser les choses de manière indépendante. Il y a un moment aussi, je veux le dire, privilégier vraiment la discussion. Ça peut prendre 2-3 minutes, ça peut prendre un peu de temps pour dire ok, il faut qu'on discute, pourquoi est-ce que ça vous embête, qu'est-ce que vous me donnez comme contrepartie, voilà, faire un état des lieux et dire ok, où est-ce qu'on en est les gars, qu'est-ce que vous voulez exactement, et qu'est-ce que l'avantage moi j'ai aussi à en tirer, si c'est pas un avantage qui existe déjà, voilà, simplement une carte qui peut bloquer votre plan de jeu aussi. Donc voilà, c'est
il faut mettre les choses à plat et surtout y aller calmement. C'est-à-dire, essayez de rester indépendant, vous jouez quand même avant tout pour vous. Votre but généralement, bon, à moins que vous jouiez entre la deux têtes, mais c'est de faire en sorte que votre deck arrive à faire des choses et éventuellement gagne la partie. C'est quand même le truc, hein, voilà. Et du coup, c'est vrai que rester indépendant, c'est très important parce que ça vous aide à rester focus sur votre plan de jeu. À vous dire, ok, en quoi ça va m'aider à avancer dans la direction de mon objectif. C'est-à-dire faire ce que je veux faire avec mon deck, potentiellement gagner à la fin, si possible, ou faire d'autres choses à côté que j'ai prévu. Voilà. Donc, rester indépendant, c'est très important, surtout que j'ai déjà vu des joueurs, surtout des nouveaux joueurs en fait, qui viennent et qui disent « Ouais, mais c'est bon, je viens pour le fun, le Commander c'est fun. » Ouais, sauf que les autres joueurs aussi, ben, ils ont des decks, ils ont envie de les faire fonctionner, et ils ont envie éventuellement de gagner la partie, ou de faire vraiment des choses avec, juste d'être efficace avec. Pas forcément de gagner, mais juste de dire « J'arrive à faire des trucs. » Et le problème, c'est qu'il y a des joueurs, des fois, qui viennent un petit peu la fleur au fusil, et ils se disent « Ouais, non, attends, et du coup... » Ouais, non, mais je viens pour le fun. Et du coup, derrière, quelqu'un vient politique avec eux, ils font limite une alliance à deux. Et en fait, ils deviennent des marionnettes. C'est juste des boucs émissaires, en fait, que la personne va balancer devant la tronche des autres et dire ok, bah en fait, on joue à deux contre un, quoi. Et puis c'est bon. Voilà. Et c'est fini. Et là, malheureusement, ça déséquilibre beaucoup la partie. Ça peut aussi décourager énormément les autres joueurs de continuer à jouer avec ce joueur-là en particulier, qui est manipulé, mais aussi par l'autre joueur qui a fait en sorte de le ramener sous sa coupe, en fait. Et ça, c'est un problème aussi. Alors, on va devoir parler de comportement aussi, parce que on en a parlé avec l'équipe du coup de la tour, et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui nous ont choqués, des comportements qui sont vraiment, bof, quoi, très très bof. La première, c'est tout simplement lire la carte explique la carte, comme dirait le prof de Tolarian Community College. Le problème, c'est que il y en a beaucoup qui ne le font pas. J'ai vu, enfin littéralement, on a un joueur à la boutique. Si tu écoutes ça, tu sais de quoi je vais parler. Mais littéralement, qui nous a fait plusieurs fois, un nombre incalculable de fois. Je crois que j'ai dû 4-5 fois durant les dernières parties que j'ai fait avec lui avant le début du confinement. Et où en fait, il joue une carte, il dit quelque chose, il dit ce qu'elle fait, mais en fait, c'est pas l'effet de la carte. C'est littéralement, il a compris de travers la carte, il s'est dit « Ah non, mais ça fait ça », et du coup, il l'a joué. Et en fait, il était tellement pressé dans son jeu et se dire « Ah non, mais cette carte-là, je sais ce qu'elle fait déjà », qu'il a même pas relu pour revérifier ce que faisait la carte exactement. Et alors du coup, ça vaut également pour les autres joueurs, hein, dire « Voilà, non mais attends, je comprends pas très bien la carte, ce qu'elle fait, bah écoute, à la limite, demande une explication, appelle un judge, quelqu'un qui s'y connaît un petit peu mieux en règle, et tout, etc. Mais juste, lisez, posez les questions si vous voulez, mais ne restez pas juste à vous dire la carte elle fait ça. Parce que déjà, voir quelqu'un qui joue les cartes mal en disant qu'elles font autre chose, ça donne juste envie de péter un plomb, hein, honnêtement, vraiment. Et derrière le fait que vous ne connaissiez pas les effets, ça peut être vraiment gênant pour la partie. Parasiter les décisions avec des éléments extérieurs à la partie. Oh là là, celui-là, c'est... Command Zone, on en a parlé, mais des dizaines de fois, je crois. C'est que vraiment... Vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas partir dans une partie de Commander en vous disant je vais prendre des décisions parce que lui m'a fait chier, ou parce que lui il a gagné la dernière partie, ou parce que il a pris le dernier donuts. Oh mon dieu, le dernier donuts. Oh voilà, mais voilà, c'est un peu le truc, c'est juste, vous vous rendez compte à quel point c'est con. C'est il a gagné la dernière partie, donc du coup ça pourrait être assimilé à il a pris le dernier donuts. Et du coup, ça pourrait être ah oui, mais non, attends, je vais lui défoncer la gueule parce que j'avais envie de ce donuts, j'avais envie de gagner cette dernière partie. Voilà, c'est la même chose. Et je vais prendre un exemple dans un autre milieu, parce que là, on est en Commander, on est pour le fun. Et moi, ce que j'assimile, c'est que le Commander, c'est un peu une façon de jouer en jeu de société à Magic. Parce que vous jouez pas uniquement à 2, vous jouez à 3, 4 ou même plus. Et je vais vous dire, ma mère, voilà, je vais faire un petit coucou, salut maman, je l'aime beaucoup. Et on aime beaucoup les jeux de société, en famille. Quand je vais les voir, on joue à beaucoup de jeux de société. Par exemple, ma mère est très douée pour plusieurs jeux, voilà, donc les Aventuriers du Rail, voilà, plein de jeux classiques, des très connus. Mais c'est pas parce que elle joue bien, en fait, dans le jeu, que je vais me dire systématiquement que je dois me focaliser sur elle. Si je peux l'embêter dans un jeu, c'est évident que, je vais peut-être éviter de me baser juste sur le fait qu'elle a gagné la dernière partie. Ou qu'elle a gagné souvent. Je vais peut-être essayer de comprendre déjà où est-ce que moi je peux faire des erreurs comparé à elle. Et essayer d'interagir et d'être, équitable dans les interactions que je peux avoir avec mes autres adversaires aussi. Voilà. Et c'est un peu pareil ici. En Commander, c'est pas parce que le joueur il a fait un truc exceptionnel à la partie d'avant, qu'il a gagné la partie d'avant, que du coup, il faut absolument qu'on se focus sur lui.
Voilà, donc évitez de paramétrer les décisions que vous allez prendre avec des éléments extérieurs. J'ai aussi un autre exemple, qui n'est pas un exemple aussi agressif, c'est-à-dire vraiment se focaliser sur quelqu'un, mais plutôt l'inverse en fait, se défocaliser de quelqu'un à cause d'éléments extérieurs à la partie. J'ai eu, c'était il y a un bon moment, j'ai eu cet élément-là, ça doit faire il y a presque 1 an, c'était à la Grande Malle, enfin à la Malle à l'époque, quand on n'avait pas encore changé de local. C'était avec un joueur de Dino qui est à la Malle, il se reconnaîtra s'il écoute la vidéo, et avec Nassim. Nassim était à table, il avait un deck assez chiant, je crois que c'était un deck Stax, qui était vraiment en train de nous plomber un petit peu. Ou alors il avait son deck Kalia, je ne sais plus, enfin bon, on voyait un petit peu l'idée. Et en fait, on avait notre joueur de Dino qui était à côté, et qui avait moyen en fait d'aller attaquer Nassim et vraiment de lui faire mal, quoi, de lui foutre une grosse patate, sachant qu'il était assez menaçant. Et à la place, il a dit « Oh bah non, je vais plutôt t'attaquer toi, Thibaut, et attaquer l'autre joueur, je crois que ça devait être Adgar. » Voilà, mais bon, bref. Et du coup, on était là, mais pourquoi tu peux défoncer la gueule à Nassim, t'es littéralement la seule personne qui peut réellement lui faire du mal dans le plan de jeu qu'il est en train de jouer, et dans la situation actuelle. Pourquoi est-ce que tu viens attaquer sur nous? Ah bah non, mais Nassim, c'est un de mes potes, alors bon, je vais pas l'attaquer. T'es là, mais du coup, c'est... Alors là, bon, je veux bien, c'est sympathique et tout, de dire, c'est mon pote, j'ai pas envie de lui faire du mal, mais là, on est dans un jeu. Je veux dire, à un moment, il faut remettre en... C'est pas parce qu'une fois, j'ai tué Nassim en l'écrabouillant à mort avec des dinosaures que d'un seul coup, il va me détester et qu'on ne sera plus potes. Si votre amitié tient à ça, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et il me semble que Nassim n'est pas comme ça, justement. Donc bon. C'est vrai que là, j'étais là, mais... choqué, mais vraiment, ça m'a marqué, hein. Pour le coup, voilà, je m'en rappelle 1 an après, quand même. Mais c'est vraiment dans le sens où c'était pas possible, quoi. Littéralement parce qu'il est pote avec Nassim, et parce qu'il est plus ami avec Nassim qu'avec moi, et bah du coup, il dit je vais pas l'attaquer lui. Ouais mais tu vas perdre la partie là en fait, au prochain tour il te bute, parce que t'es le seul à pouvoir le gérer maintenant, et que là actuellement, il va pouvoir te tuer au tour suivant, et il s'en fichera, et c'est arrivé, il a perdu la partie, alors qu'il aurait pu très bien la gagner. Voilà donc, évitez vraiment, alors je dis pas qu'il faut juste considérer tout le monde comme un ennemi, mais c'est juste qu'à un moment il faut se dire aussi que, bah, tout le monde est un adversaire en fait. Voilà, dans une partie. Autre petit problème de comportement, ne pas être concentré dans la partie. Alors je pense que vous en avez déjà vu, des joueurs de Commander qui sortent leur téléphone en plein milieu. J'en ai eu carrément qui vont fumer la clope en plein milieu. Désolé les joueurs de la Grande Malle, je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui le font, mais je vous assure que c'est saoulant des fois. C'est saoulant. Et du coup, ne pas être concentré dans la partie et dire ouais bah je vais faire un break et tout. Bon après si vous devez aller aux toilettes c'est normal, hein. Moi ça m'arrive de le faire de temps en temps. Mais c'est vrai que sortir de téléphone, être systématiquement sur le téléphone, juste jouer son tour et puis après hop, bah vous loupez les 3/4 du tour en fait déjà. Du tour de table, c'est juste ridicule. Et surtout, bah c'est très désagréable parce que les autres ont l'impression que vous les faites chier. Voilà. Je sais que moi ça m'arrive de sortir le téléphone, mais généralement parce que Discord, voilà tout ça, et parce qu'il y a des gens qui me demandent à droite à gauche, et bon. Mais la plupart du temps, j'essaie de le laisser de côté quoi quand même. Donc bon, faites un effort là-dessus. Vous y perdrez beaucoup sinon. Alors, après la game, alors oui, c'est pas pendant le jeu, je sais, mais après la game, par pitié, arrêtez de parler des univers parallèles dans lesquels vous avez réussi à toper cette carte. Si j'avais eu cette carte, je te jure, t'aurais jamais pu jouer ta partie. Je suis là, t'aurais jamais pu gagner. Ouais, si j'avais trouvé un anti-bet, si j'avais eu un anti-bet, si j'avais eu ce truc-là qui t'empêche de piocher plus de cartes que par tour, t'aurais jamais pu jouer. Je suis là, ouais, t'as raison, mais c'est pas arrivé en fait. À un moment, c'est pas comme si t'avais le tuto en main pour aller le chercher que tu m'aurais dit, à un tour de plus, j'aurais pu te gérer parce que j'avais la carte en main ou parce que j'avais de quoi aller la tuto. Là, je me dis, ah ouais, gars, c'est vrai, je suis vraiment désolé, c'était vraiment, là, j'ai vraiment gagné sur le fil du coup. Mais juste me dire, j'avais cette carte dans mon deck et si je l'avais eu, tu l'aurais pas gagné, bah, en fait, vous enfoncez une porte ouverte. Évidemment que avec cette carte-là, vous m'auriez empêché de gagner de cette façon. Mais vous m'auriez peut-être pas empêché de gagner d'une autre façon. Donc voilà, à un moment, je veux dire, si on commence à tous partir dans un univers parallèle, je peux dire, alors si quelqu'un du coup me dit, si j'avais eu cette carte, bah je t'aurais défoncé, je te dis, ouais, mais si j'avais eu la main, les cartes que je voulais, je vous aurais tué tour 3. T'es là, ah, bah du coup, ouais, en effet, moi je peux le faire aussi, en fait, dans ce sens-là. Et c'est un vrai problème parce que, en fait, en disant ça, vous dégradez littéralement la victoire de l'adversaire en disant non mais de toute façon, c'est juste parce que t'as eu du bol et que moi j'en ai pas eu. Et à un moment, bah ouais, mais on joue tous avec la chance en fait. On joue à Magic, un jeu de cartes. Un jeu où il y a du hasard, où le fait qu'on mélange les cartes, voilà, qu'on a un exemplaire de chaque carte dans le deck, c'est évident que on va forcément avoir la variance qui va rentrer en compte.
Le fait de dire, ouais, bah si je l'avais eu, t'aurais pas pu jouer, bah écoute, c'est juste dire, bah ouais, bah t'es juste... c'est un peu comme avec les Avengers, voilà, c'est... Il y avait une possibilité que tu gagnes cette partie-là, bah non, enfin, il y en avait plusieurs en fait. Plusieurs états dans lesquels j'aurais pu gagner la partie plus tôt, plus tard, que t'aurais eu la carte mais j'aurais quand même gagné, et du coup à un moment dire juste, ouais non mais si je l'avais eu, voilà. Non, mais les univers parallèles, laissons-les là où ils sont, c'est-à-dire dans d'autres univers, voilà. Laissons-les tranquilles. Et un petit rappel que je tiens à faire à tout le monde, c'est valable pour tout le format Commander. Bon, à part le compétitif qui est un peu plus haut niveau, mais même dans ce cas-là, même les jeux, même les formats compétitifs, les autres formats, le Commander et Magic ne sont qu'un jeu. Et en fait, le format il est essentiellement dédié au fun à la base. C'est le but, c'était ça le but. Ceux qui y trouvent leur plaisir dans le compétitif, je vais pas vous dénigrer, je comprends tout à fait. C'est intéressant, c'est riche, et c'est bien. Mais du coup, aussi, adaptez votre mentalité en fait à ce que vous êtes en train de jouer. Un joueur de Moderne ou un joueur de Legacy qui va venir à une table de Commander, qui aura fait son premier deck Commander et qui va commencer à nous défoncer la bouche juste parce que, voilà, en plus en enfonçant bien le clou comme quoi, ouais non mais attends, mon deck il est trop fort, tout ça. Je suis désolé, c'est un joueur contre lequel je vais pas avoir envie de beaucoup jouer. J'attendrai peut-être qu'il fasse des efforts au niveau de son comportement ou que ça change. Parce que, bah, la plupart du temps, c'est pas un... Je joue en Commander pour le fun. Je veux dire, des fois, je sors mon deck débile, et puis, mais je m'amuse pas à dire « Ah ouais, vous avez vu et tout, j'ai assemblé ma combo, et voilà, je vous ai défoncé, tout ça. » Bah non, parce que c'est pas ça le plaisir. Le plaisir, c'est de réussir à l'assembler, la combo. Mais c'est pas de dire « J'ai enfoncé mon adversaire. » On n'est pas sur un format compétitif. Finalement, même dans le compétitif, on n'est pas dans le compétitif en soi. Puisqu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de gain derrière. On est sur un format qui est joué juste pour le plaisir de jouer, en fait. Peu importe le niveau de jeu. Donc vraiment... Rappelez-vous, Magic, c'est un jeu, et le Commander, c'est l'essence même du fun de ce jeu. Même si on peut jouer de manière sérieuse et de manière optimisée, il y a toujours du fun dedans, et il faut prendre en compte aussi que les adversaires ont leur propre fun. Voilà. Bref, j'espère que vous avez pu apprécier cette vidéo, qu'elle a pu vous aider à voir un petit peu plus les problèmes que vous aviez durant les parties de Commander, que ça soit voilà du coup en politique, en comportement ou directement dans le jeu. J'avoue que j'aurais pu prendre une tonne d'exemples, mais je pense pas que ce soit réellement nécessaire. Je préfère surtout que vous proposiez des exemples que vous avez vécu. Alors dites-le à chaque fois à quelle erreur vous faites référence, ou s'il y a une erreur que je n'ai pas citée dans cette vidéo, je m'en excuse. C'est probable que je sois passé à côté de quelque chose. J'en ai discuté avec d'autres personnes autour de moi, et voilà ce que j'ai retenu de toutes ces erreurs qu'on a en partie. C'est vrai que c'est celles qu'on retrouve le plus souvent. Après, il y a aussi des erreurs stratégiques que je n'ai pas évoquées, qui sont vraiment des erreurs très particulières dans des situations particulières par rapport à des cartes, par rapport à des stratégies particulières de jeu, et ça malheureusement je ne peux pas faire la liste parce que sinon on n'aurait jamais fini. On aura probablement un autre épisode de ces grandes et petites erreurs du Commander, mais plus pour la partie construction de deck, parce que on en a vu des vertes et des pas mûres dans l'équipe des Deck Evaluator, et je vous avoue qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc il y aura un épisode prochainement, je ne sais pas quand encore, mais ça va bientôt arriver. Sur ce, il ne me reste plus qu'une chose à vous dire, c'est à la prochaine et salut à tous, bye bye.